Bonjour, donc cette vidéo fait suite à la vidéo sur la méditation et les ondes cérébrales. Du coup, parce que j'avais envie de rajouter du coup peut-être quelques clarifications sur les deux manières de modéliser le réel. Donc là, du coup, les mots sont un peu compliqués, donc je vais essayer d'être clair. Si on part du principe que le réel, c'est cette lumière d'esprit qui serait donc invisible à l'œil nu et qui serait finalement une lumière d'esprit non duelle, donc non soumise à la dualité. Et cette lumière d'esprit, elle serait donc condensée d'une certaine manière, agencée par la conscience, qui en fait serait, selon cette théorie, l'intermédiaire pour qu'on puisse avoir une expérience. Le propos, c'est donc de dire que nous sommes une conscience, finalement, qui expérimente la dimension matérielle. On peut dire qu'on est une conscience, on peut dire qu'on est une âme, on peut dire qu'on est un esprit. Quelque part, tout fonctionne parce que sans la conscience, il n'y aurait rien. Pourquoi il y a la conscience, a priori, pour servir une individualité. Cette individualité, du coup, on peut l'appeler âme. Et cette âme doit se rendre compte qu'elle est en fait une partie du tout. Si cette âme peut fusionner avec le tout, alors il n'y a plus de différence entre l'âme et le divin, et donc on devient le divin. Ça rejoint un peu ce que disait Voltaire quand il disait « L'homme ne peut comprendre Dieu, il doit devenir Dieu pour le comprendre ». Alors on ne peut pas comprendre en fait le divin, puisque comprendre ce serait interpréter avec le mental. Et le mental n'est pas fait pour ça. On va voir justement dans cette vidéo pourquoi et comment, éventuellement. Enfin, on va tenter d'expliquer, ça reste un mystère. Mais l'idée c'est que du coup, on peut dire conscience, on peut dire âme, on peut dire esprit. De toute manière, l'idée c'est de fusionner tout ça. Mais la conscience, du coup, ça serait ce qui capte cette lumière d'esprit pour en faire quelque chose. Et c'est là que je voulais en venir, là, dans cette vidéo, c'est que nous, en ce qui nous concerne, avant d'arriver à ce que la conscience plonge dans l'unité, dans un état finalement transcendant d'unité, où on baigne dans un océan d'énergie, un océan d'amour, enfin bref, il y a plein de témoignages comme ça. Avant d'en arriver là, et le problème c'est que du coup pour en arriver là, il faut... En fait après on peut presque rien en ramener, si ce n'est quelques facultés ou quelques clartés finalement. Un peu plus de clarté, un peu plus de confiance et quelques facultés, souvent. Mais c'est très difficile de ramener, on ne peut pas ramener l'omniscience dans un petit cerveau comme le nôtre ou dans une petite conscience comme la nôtre, enfin, quand on est dans un état commun, dans la matière, on ne peut pas ramener toute cette information, puisque ce serait tous les temps, tous les espaces-temps en même temps, enfin bref, c'est complètement inconcevable. Pour nous, on doit rétrécir en fait ce champ, et on doit, finalement, la conscience doit créer quelque chose de stable, en apparence, pour pouvoir avoir une vie matérielle. Et donc pour ça, on a 5 sens physiques qui sont au service de notre conscience. On part du principe que si on n'avait pas la conscience, on n'aurait pas d'expérience. Donc il faut une conscience pour avoir de l'expérience. Et puis qu'est-ce qui alimente cette expérience? Ce sont les 5 sens physiques. Dans le monde physique. Si on prend le petit schéma, là, hop, on se place dans le monde physique. Paf, tout en bas. On connaît bien, donc pour l'instant, ce n'est pas censé nous surprendre. On a un corps physique, on vit dans une physicalité, et cette physicalité, on l'aperçoit à travers 5 sens physiques. La vue, l'odorat, tout ça, le toucher, le goût, ok. Ces 5 sens physiques appartiennent à notre corps physique et sont agencés par notre cerveau
pour nous faire avoir une expérience, mais quand je dis nous, en fait, pour faire avoir une expérience à la conscience que nous sommes. C'est-à-dire que le cerveau interprète pour créer une image, pour créer une sensation de toucher, une sensation d'odeur, pour la conscience. D'accord ? Donc ça, c'est la modélisation du réel, telle qu'on l'a fait tout le temps, quand on est là. Maintenant, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le corps astral, en particulier dans le corps astral, parce que c'est là que ça commence, en fait, on a une deuxième manière de modéliser la lumière d'esprit. Ce deuxième type de modélisation, finalement, fait intervenir la fameuse glande pinéale. Le troisième œil, si on veut. Voilà. Aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde à dire que le troisième œil, c'est la glande pinéale. Alors ce qui est intéressant avec cette glande pinéale, c'est que du coup, ça correspond à tous les anciens schémas et toutes les anciennes représentations. Par exemple, cette glande pinéale dans le cerveau ressemble beaucoup à l'œil d'Horus pour les Égyptiens. On a plein de photos comme ça qui montrent que c'est assez flagrant à quel point ça ressemble. Ça ressemble à une pomme de pin. Et en fait, cette pomme de pin, on la retrouve dans plein de choses. Dans le bouddhisme, beaucoup, ne serait-ce que la tête du Bouddha ressemble à une pomme de pin. Elle est au bout du sceptre, dans le christianisme même. Voilà, on a cette pomme de pin en fait qui apparaît toujours au bout du bâton. Et donc le bâton, en fait, c'est la colonne vertébrale. Et puis, il y a cette pomme de pin qui trône ici, le fameux troisième œil qui se retrouve au centre, tac. On a beaucoup de représentations de ce qui amène au caducée, par exemple, le symbole de la médecine aujourd'hui, même en Occident, c'est le caducée. C'est un bâton avec deux serpents comme ça qui tournent autour. Et donc, forcément, il y a un lien évident avec l'énergie de la Kundalini. Pour les Indiens, qui est ce serpent qui sommeille au niveau du sacrum, cette énergie fondamentale qui est en sommeil et qu'on doit éveiller et qui ensuite va monter pour éveiller tous les centres énergétiques le long de la colonne vertébrale jusqu'à la glande pinéale en haut. Donc voilà, on a vraiment tout un tas d'indices qui nous font penser qu'on est sur la bonne voie quand on fait ce rapprochement. Alors qu'est-ce qui va se passer avec la glande pinéale? C'est qu'en fait, là, au lieu de modéliser quelque chose de stable dans le temps et dans l'espace, en fait, au niveau de la glande pinéale, tout va être un petit peu évanescent, les formes vont se créer, puis ils vont perdre, puis ils vont changer. On n'a pas les repères qu'on a dans la physicalité. C'est pour ça que c'est en lien avec le rêve. Vous savez, un rêve, en fait, quand on est en train de rêver, en fait, quelque part, c'est notre glande pinéale qui crée, en fait, toute cette imagerie. Et on sait bien dans un rêve que, même si ça nous apparaît tout aussi réel que la vie qu'on mène quand on n'est pas endormi, on sait bien que d'un coup tout peut changer. Hop, on était là, il y avait un canapé, puis d'un coup en fait c'est plus un canapé, puis j'étais avec quelqu'un, puis en fait finalement c'est plus lui, c'est quelqu'un d'autre. Enfin voilà, les rêves c'est comme ça. Au niveau du temps aussi, des fois on a l'impression qu'il s'est passé 10 ans, puis en fait non, il s'est passé 2 minutes. Enfin bref, tout est un peu en toile d'araignée comme ça. Il n'y a pas une timeline bien définie sur laquelle on peut s'appuyer comme dans la réalité physique. Parce que ce qui crée finalement la stabilité aussi dans la réalité physique, c'est notre perception du temps qui, elle, dépend beaucoup du corps mental, justement. Et là, dans le corps astral, on est un peu à mi-chemin. On est vraiment dans cette modélisation des énergies fondamentales. Et donc dans la création d'images, voilà, qu'on retrouve dans le rêve, mais aussi finalement, là je vais avoir du mal à l'expliquer parce que avec la glande pinéale, en fait, on va pouvoir modéliser le réel sur beaucoup plus que 3 dimensions. Et donc une fois que j'ai dit ça, ça devient inexplicable. C'est-à-dire que là, du coup, la glande pinéale va modéliser l'énergie et notre vision, en fait, de manière différente. Et du coup, on va pouvoir voir les objets comme si on pouvait tourner autour, comme si on les voyait dedans et dehors en même temps. Ça vous semble bizarre, hein? Moi aussi. Mais quand on est en rêve, quand on est en voyage astral par exemple,
et qu'on fonctionne qu'avec la glande pinéale, ben voilà, c'est ce qui peut se passer. On peut passer à travers les murs faciles, on peut voir devant, derrière, enfin bref, la vision est complètement changée. Le temps aussi est changé, on peut aller du passé au futur, bref, c'est délicat d'en parler, hein. Mais bon, du coup, c'est tout un autre pan, en fait, de la modélisation du réel. Et c'est aussi quelque chose, finalement, qui reste encore un corps d'illusion. Dans le sens où, de manière ultime, la lumière d'esprit, dans sa forme fondamentale, justement, elle n'a pas de forme. Donc il n'y a pas de modélisation, de représentation, on va dire. C'est de l'information pure. Et là, du coup, on est baigné dans une information pure qui, du coup, après, quand on va redescendre en vibration, on va peut-être essayer de modéliser quelque chose qui ne l'était pas quand on était complètement dedans. Et donc, tout ça pour dire que le but, en général, dans les voies spirituelles, bah, c'est bien sûr de ne pas rester perdu dans la matière, dans la physicalité, mais de ne pas non plus rester perdu dans le mental et dans l'émotionnel, dans l'astral et dans le mental. Parce que même si on ouvre un peu son troisième œil, on va dire, et qu'on commence à fonctionner avec la glande pinéale de manière consciente, en fait, souvent, on reste un petit peu perché dans des représentations astrales, où en fait, on va voir ce qu'on a envie de voir, en fait. Quand je dis on va voir ce qu'on a envie de voir, c'est qu'en fonction de nos croyances, corps mental, et en fonction de nos émotions, corps astral, en fait, on va modéliser quelque chose avec la glande pinéale. Et si on prend ça pour du réel, finalement, c'est pas plus réel que la réalité physique, puisque c'est une forme, c'est une représentation. Par exemple, si vous venez de vous engueuler sauvagement avec quelqu'un et que là vous partez en méditation et que vous passez en mode de représentation du réel avec votre glande pinéale va capter toute la colère et la frustration qui est en vous là parce que vous venez de vous chiffonner avec quelqu'un, et ça va vous créer des visions démoniaques, et vous allez avoir l'impression d'être attaqué par une horde d'énergie négative, alors que c'est juste vous qui êtes dans un sale état, et donc forcément vous voyez les choses en fonction de ce que vous êtes dans l'instant. Voilà, tout ça pour dire que pour moi la mise en garde, c'est pas de dire attention on va vous attaquer, c'est de dire attention à ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes va créer ce que vous voyez. Et donc c'est pour ça que par exemple j'affectionne tout particulièrement le bouddhisme zen, le taoïsme de la fleur d'or par exemple, l'alchimie taoïste. Par exemple, le lien entre le zen et cette alchimie de la fleur d'or, c'est qu'en fait on nous incite surtout à ne pas faire attention à tous ces états intermédiaires et toutes ces visualisations qu'on va pouvoir rencontrer si on arrive en méditation à baisser son activité neuroélectrique, et donc à passer dans des ondes alpha et θ où le corps est complètement endormi. Donc nos 5 sens physiques sont complètement éteints, et donc les sens psychiques liés à la glande pinéale, eux, s'éveillent. Et là, souvent quand on arrive là, on se croit arrivé, alors qu'en fait on va encore modéliser plein de chimères en fait, qui ne concernent que nous, et qui n'ont rien à voir avec le divin. On peut aussi contacter des esprits omniscients, des guides spirituels, hein, je ne dis pas le contraire, mais des fois c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on modélise avec notre corps émotionnel et notre corps mental qui est rarement vraiment bien nettoyé, et ce qu'on canalise vraiment quelque chose qui vient d'au-dessus. Voilà, c'est difficile de savoir. Et donc, le bouddhisme zen, les taoïstes, dans l'alchimie taoïste, on ne doit pas vénérer des divinités intermédiaires, on essaye simplement de passer dans le canal pranique, que la conscience sorte de tous ces états intermédiaires pour aller directement à la source, tout en haut. Et
le Dzogchen aussi, par exemple, la voie royale dans le bouddhisme tibétain, c'est la même chose. C'est vraiment une espèce d'autoroute pour aller, pour essayer de s'extraire et aller directement en haut, et pas rester perdu dans des chimères un peu au milieu. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a deux manières de représenter le réel qui sont toutes des corps d'illusion en fait, enfin des corps d'illusion à un certain niveau. Quand je dis que c'est une illusion, ça dépend d'où on regarde. Pour moi, ce canapé, c'est pas une illusion. Voilà. Mais si je le regardais avec mon troisième œil, je verrais peut-être pas un canapé, je le verrais peut-être pas comme ça. Et si je le voyais carrément d'un état d'unité, ben voilà, je me dirais ah, c'est rigolo de voir un canapé. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, l'illusion, c'est simplement le côté éphémère. Puisque en fait, on dit que c'est illusion par opposition à quelque chose qui ne serait pas éphémère et qui donc serait plus réel puisque c'est quelque chose de constant. Alors que le canapé, bah, c'est une forme et toute forme vient du sans forme et retourne au sans forme. Donc ce canapé, en tant que modélisation de quelque chose qui à la base est sans forme, qui prend une forme de canapé pendant un temps, puis qui retournera au sans forme, forcément, de ce point de vue-là, le sans forme est réel et le canapé est une illusion. Voilà. Mais c'est un peu jouer avec les mots, en fait, on s'en fout de ce qui est réel ou pas. Parce que quand on a compris ça, on se dit que dire que tout est réel, c'est vrai, et dire que tout est irréel, et tout est une illusion, c'est vrai aussi. Enfin bon, ça donne un peu mal à la tête. Hein. Donc on s'en fout un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, d'avoir un petit peu en conscience que justement la conscience modélise le physique à travers l'essence physique, modélise l'astral ou l'émotionnel à travers des représentations d'essence psychique qui sont liées à la glande pinéale pour nous. Et avec cette glande pinéale, en fait, on peut aussi voir notre véhicule énergétique, nos corps énergétiques. Voilà. Et donc du coup, et en fait, ça peut se modéliser de plein de manières différentes. Et quand on croise des énergies, ces énergies vont prendre une forme qui nous convient. Et donc, personne ne va voir la même chose. Qui conviennent à nos croyances surtout. Parce qu'en fait, le corps astral va créer des choses qui correspondent au corps mental. Donc, si vous croyez en la Vierge Marie et en Jésus-Christ, vous allez voir Jésus et la Vierge Marie, à coup sûr. Mais là où vous voyez la Vierge Marie, le Péruvien, là, il va voir la Pachamama. Bon, tous les deux ont raison. C'est juste que ça, la glande pinéale modélise quelque chose qui est en accord avec la structure mentale. Voilà. Mais tout ça, en fait, finalement, c'est juste une modélisation, donc quelque chose d'éphémère, à laquelle c'est pas la peine de s'attacher, parce que le véritable intérêt de la spiritualité, c'est d'aller directement au sans forme. Voilà, donc toute forme, en fait, voilà. Maître Soun, par exemple, avec qui j'ai fait des stages en Qigong spontané, à chaque fois, il nous disait ouais, mais t'inquiète pas, t'occupe pas de ça. Ah, tu vois ça? Ouais, non, mais très bien, continue, passe ton chemin. Voilà. Si on s'arrête en fait, à tout regarder, si vous savez, c'est comme vous marchez dans la rue, puis vous vous arrêtez sur tous les panneaux, toutes les vitrines, vous avancez pas très vite. Vous voyez? Donc, la méditation, c'est essayer de traverser tout ça sans se faire distraire. Et c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Et puis du coup, j'espère que ça pourra vous éclairer aussi sur, sur tout ce que vous pouvez entendre à droite à gauche et que ça permet d'organiser les idées. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.